Bonjour, c'est encore un plaisir de vous retrouver, voilà, pour la semaine dernière, etc. Et donc, je suis très heureux de vous présenter le cours aujourd'hui sur les technologies couche mince. La semaine dernière, vous avez eu un cours plutôt sur la technologie silicium avec les deux exposés. Mon exposé qui était plus orienté sur la ressource, sur des éléments un peu économiques. Et le deuxième exposé par Étienne Drahi, qui vraiment rentrait dans le détail de la structure de ces cellules, etc. Aujourd'hui, on va se consacrer aux filières qu'on dit couche mince. On va voir pourquoi on les appelle couche mince. Et c'est des filières couche mince inorganiques, parce qu'en fait, le cours suivant sera alors là, on plongera dans la chimie organique, organométallique, etc., avec notamment l'irruption du photovoltaïque organique et des perovskites hybrides. Et aujourd'hui, comme co-enseignant, j'ai le plaisir d'avoir la chance et le plaisir d'avoir la présence de Pere Rocaille Carabocas, qui est chercheur à l'école polytechnique, l'ancien directeur du LPICM, et aussi directeur scientifique de l'IPVF, mais il se présentera lui-même. Et lui va rentrer vraiment, alors on a choisi de diviser, vous voyez le titre, c'est silicium amorphe, CDT, CIGS, GAS, donc c'est toute une sorte de petit catalogue un peu. Et en fait, Perret va vraiment poursuivre un peu la logique du silicium, qui, comme vous l'avez vu, est extrêmement importante dans les technologies photovoltaïques. J'enlève mon masque. Est extrêmement importante dans les technologies photovoltaïques. Et c'est très important de focaliser aussi sur les technologies et les potentiels, d'autant que les procédés sont aussi des procédés industriels particulièrement développés. C'est ce qu'on appelle la pulvérisation cathodique ou les procédés plasma. Et pour ma part, je vais me consacrer beaucoup plus aux trois autres filières, mais essentiellement sur la filière CIGS et CDT, auxquelles j'ai consacré pratiquement toute ma vie de chercheur. Je me suis passionné pour ces filières depuis 1978, en commençant par le CDT, et j'ai poursuivi après par le CIGS. Et c'est l'occasion, et je le fais avant de l'oublier, de remercier, alors je n'ai pas fait la liste, je la ferai dans mes transparents complémentaires qui seront sur Internet, mais la liste de l'ensemble des contributions, et c'est sûrement plusieurs dizaines de collègues, de chercheurs et d'amis, j'en vois certains dans la salle, qui ont accompagné toutes ces recherches, et je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, tant elles ont été présentes, vous le verrez sur les listes de publications, c'est pratiquement toujours CIGS, CDT, ZNO, etc. Voilà, donc Perret, voilà, donc Perret, voilà, Perret est ici, voilà, donc très bien. Bon, alors, la deuxième partie sera autour des procédés plasma, et j'y vais. Alors, comme je le fais à chaque fois, je reprends toujours des éléments, parce qu'en fait, il y a certains d'entre vous qui m'envoient des messages, je les remercie, et donc qui me permettent en oral de préciser des choses sur certains points qui n'ont pas été clairs ou des compléments. Et là, en fait, c'est moi-même qui ai décidé de vous inviter à revoir les cours de la leçon inaugurale de Jacques Livage et aussi Clément Sanchez, qui sont vraiment des gens qui ont porté la chimie douce à basse température, et notamment, il y a même une manip. Alors, Jacques Livage a fait ce que je n'ai pas osé faire, il a fait une manip carrément lors de sa leçon inaugurale, notamment sur les phénomènes de croissance des diatomées. Donc, je vous invite à revoir ces leçons inaugurales et ces cours. Sinon, il y a un autre point sur lequel je n'ai pas abordé, je n'ai pas complété, c'est que une des questions qu'on peut se poser quand vous avez vu l'ensemble de l'exposé, c'est de se dire, c'est bien, mais est-ce que vous êtes toujours obligé de scier le silicium pour faire des plaquettes, etc. Il faut savoir que le silicium, à 1400 degrés, un peu plus, c'est sa température de fusion, il se comporte comme de l'eau, de la même viscosité de l'eau. Donc on pourrait se dire pourquoi le silicium ne pourrait-on pas faire des wafers directement, faire du coulage, un peu comme on fait du verre. Aujourd'hui, le flot de glace est fait sur un bain d'étain et puis en faire des kilomètres carrés, pas des kilomètres carrés, mais 20 mètres carrés, etc. Donc il y a une question fondamentale qui se pose, qui est une interrogation pour l'ensemble des chercheurs, c'est de savoir finalement, et si on pouvait faire du silicium? Alors on verra que le coulage est peut-être un peu compliqué, les procédés dont Perret va parler sont beaucoup plus réalistes dans les années qui viennent. Néanmoins, il existe des entreprises, toujours pareil, des start-up qui se lancent dans ce domaine, et regardez, j'apprécie particulièrement celle-là, parce que tout ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est comment on va de là à là, vous voyez?
Et ils ont dit, ben, nous, on passe de là à là directement, et tout ça, on laisse tomber, etc. etc. Alors ça, c'est quand même spécifique. Je veux dire, tout ce que je vous ai raconté, tous les trucs intermédiaires. Donc si on arrive à faire ce genre de choses, là, c'est bingo. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Nextwave et qui travaille sur des zones, choses qui sont proches de ce que Perret, dont on va vous parler, c'est de l'épitaxie directement. Et sinon, il y a une autre entreprise ici, Cubic PV, qui est en fait, l'entreprise s'appelait 3366, hein, c'est pas la bière, c'est 3366, Perret, l'entreprise qui fait des coulées directes, qui a été rachetée, j'ai vu, par une entreprise qui s'appelle Cubic PV, et en fait, eux, ils sont directement sur la logique d'un coulage dans des moules. Alors il faut voir que dans les moules, on en reparlera peut-être dans la discussion, le problème c'est que le silicium c'est très dur, la pureté est extrêmement importante, donc dès que vous le mettez dans quelque chose d'autre, vous avez des impuretés, des dislocations, des choses comme ça. Donc le silicium ne se laisse pas facilement maîtriser. Hein. Et vous verrez, c'est vrai pour tous les autres matériaux. Aucun d'entre eux, c'est comme des chevaux sauvages, aucun d'entre eux ne se laisse dompter facilement. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire d'autres chevaux dont je vais vous parler. Alors, est-ce que j'avais autre chose? Ah oui. Le dernier point, je suis tombé sur cette nouvelle. Quelqu'un m'avait posé la question de comment peut-on recycler, mais de façon intelligente, c'est-à-dire pas tout broyer, récupérer sélectivement. J'avais dit, c'est effectivement quelque chose qui se fait. Hein, je vais citer des exemples en France en particulier, mais c'est aussi quelque chose, il y a aussi des exemples, et ça j'étais resté sans donner de choses précises, de récupération du silicium de qualité électronique, et le voilà un exemple au Fraunhofer, donc voilà, qui vient de sortir hein, du 7 février, donc vous voyez c'est récent, où ils récupèrent les plaquettes, ils les refondent et ils retrouvent des matériaux dont le rendement, vous voyez, ils recyclent 100%. Ils font des cellules à partir de silicium recyclé 100% et ils retrouvent des caractéristiques tout à fait correctes. Je crois que c'est autour de 22% avec la technologie PERC. Donc voilà, là je crois qu'on va passer. Voilà. Donc on va rentrer dans les technologies couches minces, donc essentiellement CIGS, un peu CDT. Je ferai juste un survol sur le GAS parce qu'on en reparlera peut-être dans le cours de la semaine prochaine. Voilà, alors pourquoi des couches minces? C'est la vraie question. Et qu'est-ce qu'on appelle une couche mince? Il faut voir qu'on demande quel est l'étalon de minceur d'une couche à des gens. Certains, ça sera 1 cm, d'autres, ça sera 1 mm, d'autres, ça sera 100 microns, etc. etc. Néanmoins, en fait, on va comparer par rapport à ce qu'on pourrait appeler une technologie en plaquettes. La technologie silicium en plaquettes découpées, qui est ici, elle fait autour de 100 à 180 microns. Et comme vous l'avez vu, il y a une tendance à descendre l'épaisseur, à faire du confinement, et on pourra peut-être un jour descendre à 20-30 microns à l'intérieur. Néanmoins, ça reste épais par rapport à ce qu'on appelle, nous, couches minces dans le domaine, c'est des épaisseurs de l'ordre du micron. Donc en fait, de 0,5 à 3 microns. Donc ça fait des cellules qui, en épaisseur, font pratiquement 100 fois moins d'épaisseur que les cellules silicium. Donc vous voyez immédiatement l'intérêt en matière potentielle, en termes d'économie de matière, en termes de procédés de fabrication, ce ne sont plus les mêmes. Quand on doit faire 0,1 mm ou 0,2 mm, on n'a pas les mêmes procédés que si on descend à l'échelle du micron, voire moins. Vous verrez aussi l'interconnexion qui est un peu différente. La légèreté et la flexibilité, ça c'est un énorme avantage dans la mesure où plus un matériau est fin, plus il peut se courber. Vous savez que les rayons de courbure dépendent de l'épaisseur pour un module de rigidité donné. Et puis la flexibilité, la légèreté. Et puis il y a une chose importante aussi, c'est les nouveaux marchés. C'est-à-dire si cette technologie a des marchés différents, elle adresse des marchés différents, elle va aussi avoir sa spécificité, ces marchés n'étant pas adressés par les technologies classiques. Alors bien sûr, tout ça, il y a des conditions. Il y a des conditions, rien ne se fait sans conditions. Il faut quand même qu'il y ait des performances au niveau attendu. Des cellules couches minces qui ne sont pas assez performantes pour une application donnée ne seront pas adoptées par le marché. Donc les performances doivent être conservées. Il faut que ces technologies arrivent vraiment à une maturité industrielle, une maturité commerciale, etc. Ensuite, cette maturité, elle va dépendre pour beaucoup d'entre elles, pas toujours. Il faut qu'il y ait une stabilité, il ne faut pas qu'elle se dégrade plus qu'une certaine valeur. On a un petit peu parlé avec le silicium la dernière fois. Enfin, il faut bien sûr qu'elle puisse se différencier sur le marché, c'est très important. Si vous avez deux technologies, celle qui va être prise, ça va être celle qui va être la première qui va arriver, et c'est pas forcément... il faut que la fonction de couche mince ou ces fonctions-là soient intégrées. Et enfin, un élément clé, la question du coût.
pour un marché donné, le coût doit être compétitif pour que les personnes le prennent. Donc ça veut dire que le coût, et il ne faut pas le voir un peu de façon abrupte, il faut se dire, le coût, il dépend du marché. Quand vous avez une petite cellule solaire sur un satellite, évidemment, vous pouvez la vendre plus cher. Si vous voulez faire pour faire des fermes solaires, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut bien voir que la notion de coût est tout à fait relative et qu'on peut rentrer sur le marché avec des technologies qui sont à des coûts plus élevés, à condition qu'il y ait un vrai besoin de ce marché et que ce ne soit pas satisfait par les autres technologies. Et donc, vous avez un exemple ici, la technologie silicium, ici polycristallin, et ici une cellule couche mince faite sur un feuillard de métal, donc c'est du CIGS, et donc voilà les deux types de cellules qui vont être montées après en module dans ces applications. Alors la différenciation produit, elle est assez intéressante parce que, regardez ici, je crois que Perret, tu l'as cette image aussi, elle est spectaculaire. Il y a eu une envolée, un engouement pour les couches minces dans les années 2007-2008 parce que le silicium était très cher. Là, il n'y avait pas encore eu la mue de l'industrie du silicium électronique à l'industrie photovoltaïque, donc comme on vous en a parlé la dernière fois. Donc c'était très cher, et en fait, la technologie des écrans plats, tous les grands, Applied Materials, ici c'est Applied Materials, je crois, c'est ça, oui, Applied Materials, finalement, ils ont des générations pour faire des plaques pour les écrans d'ordinateur. C'est la même chose, c'est les technologies couches minces aussi. Ça, c'est des technologies couches minces sur verre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va faire une fab entière et on va mettre notre génération 4 ou génération 3 pour faire directement des modules au silicium amorphe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous voyez ici un module au silicium amorphe qui fait quelques 3 à 4 mètres carrés. Donc, c'est un élément de différenciation très clair. Et enfin, vous voyez ici le module flexible, où c'est la fonction de flexibilité. Donc Flissom, c'est une entreprise d'origine suisse, mon collègue et ami Ayodhya Tiwari, et en fait, ce sont des modules CIGS. Et donc, vous voyez la différence, des applications vont être différentes. Ici, vous pouvez faire du bâtiment avec des grandes plaques directes, c'est intégré, etc. Et puis, l'autre chose qui est importante aussi, c'est le passage de technologies de découpe à des technologies de revêtement. Un élément qui est important pour les couches minces, c'est leur procédé de dépôt et leur procédé d'application. Alors j'utilise souvent cette analogie en disant, voilà, pour moi, le pavage avec les pavés pour le sol, c'est quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps. En fait, à un moment donné, on a arrêté de paver les routes. Pourquoi ? On a mis du macadam. Alors là, il est très épais, mais c'est par coulage. Il n'y a plus à découper, il n'y a plus à mettre les uns à côté des autres. Donc on voit que la tendance, le fil de l'histoire quelque part, c'est si on peut remplacer un procédé de découpe et de pavage par un procédé de revêtement, il a tendance à s'imposer. Il est dans le sens de l'histoire quelque part. C'est vrai il y a un exemple, alors c'est la route 66, hein. Et puis ici, vous avez aussi, par exemple, les revêtements muraux. Les revêtements muraux, c'était beaucoup des mosaïques, du carrelage, etc., etc. Même pas. Regardez Pompéi, c'est des très belles mosaïques. Donc la mosaïque est très bien, mais pareil, elle suppose des petits bouts qui sont mis l'un à côté de l'autre. Elle a été remplacée par la peinture ou les revêtements. Donc il y a effectivement une logique stratégique quelque part à passer de technologies de découpe à des technologies de revêtement, d'où la logique des couches minces. Et puis sinon, on passe aussi de propriétés de volume, on les ramène à des propriétés de surface. C'est deux choses différentes. On focalise sur la fonctionnalité de la surface. Et puis sinon, on voit aussi quelque chose qui est plus proche de nous, c'est toute cette mutation qu'il y a eu dans l'affichage avec le passage des tubes cathodiques pour la télévision aux écrans plats. Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire également. Les écrans plats étaient très chers au début. Et beaucoup de gens ont pensé que, vous voyez, une technologie peut être remplacée par une autre et les conditions sont à étudier. Donc, et là, vous avez ce qu'on appelle une technologie couche mince, puisque c'est aussi sur du verre, c'est un peu comme ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je voudrais vous illustrer, dans cette partie juste d'introduction, un élément clé de l'innovation. Est-ce que l'innovation réussit à tous les coups ? Vous avez ici une courbe qui montre ce qu'on appelle la courbe d'expérience sur du silicium, qui est ici. On en a beaucoup parlé, qui atteint des niveaux très bas de prix en lien avec la production cumulée. Et ici, vous avez la courbe des couches minces qui correspond à la courbe obtenue par le CDTE essentiellement, c'est-à-dire First Solar. Ce que vous constatez, c'est qu'en fait, aujourd'hui,
un client pourrait se dire qu'est-ce que je vais acheter? Un client, il va regarder le prix à gauche. Il se dira combien je vais payer le watt, combien je vais payer mon module. Donc, s'il prend le critère de prix, il va prendre le silicium. Sauf s'il y a d'autres raisons, et ça, il y a des marchés spécifiques pour les couches minces qui font que d'autres marchés sont possibles plus chers. Et regardez l'autre côté, la technologie CDT et couches minces est beaucoup moins avancée du point de vue de la production, mais regardez sa courbe d'expérience. À niveau identique, le potentiel de réduction des coûts est beaucoup plus important pour les couches minces, parce que c'est du revêtement, justement. Donc ça veut dire, vous voyez, les deux critères sont différents. C'est-à-dire que si on prend l'avenir, on se dit l'avenir, il est là, néanmoins, le marché, il est là. Donc en fait, ce qui est important, on appelle ça le lock-in, le blocage de l'innovation. C'est qu'à un moment, vous pouvez avoir une innovation qui potentiellement est très intéressante, mais si elle ne trouve pas son marché, elle ne décollera pas. Et dans ce cas-là, c'est une excellente illustration de ce phénomène. Et First Solar, je vous en parlerai un peu, cette technologie se développe très très bien. Et en fait, voilà, donc en fait, les deux technologies d'ailleurs risqueront peut-être de s'hybrider avec les tandems. Alors le critère, bien sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait des propriétés fondamentales adéquates. Donc on ne peut pas dire je fais des couches minces. C'est malheureusement pas de la peinture. Derrière, il y a une fonction, il y a vraiment de l'électronique, etc. Et là, vous avez les propriétés fondamentales. Il y en a deux grandes. Les propriétés optiques. Il faut vraiment absorber la lumière visible. Si jamais vous avez un matériau qui n'absorbe pas la lumière, il va être transparent. Vous ne ferez jamais une cellule solaire avec ça. Et puis, il faut aussi, donc ça veut dire que ces matériaux aient des coefficients d'absorption élevés ou, ce qu'on a vu la dernière fois, qu'ils soient capables d'être piégés et que le rayonnement se propage à l'intérieur, réfléchisse, et Perret en parlera également. Et puis enfin, très très important, les propriétés électriques. Donc c'est les deux. Il faut une bonne passivation en volume et aux interfaces. Et puis il faut aussi être capable de faire des jonctions. On a vu des jonctions PN ou PINI pour intrinsèque et N de qualité. Donc voilà deux grands critères. Voilà. Alors, maintenant, je vais rentrer sur les propriétés optiques. Les propriétés optiques qui sont nécessaires, regardez les coefficients d'absorption quand on compare le CU-IN-SE2, le CIS comme on dit, mais c'est vrai pour le GAS, c'est vrai pour le CDT également. Regardez son coefficient d'absorption par rapport au silicium cristallin. Ils ont à peu près le même gap. Vous voyez que ça plonge ici. Ici, ça transmet, c'est transparent à partir d'un EV, 1,1 micron, c'est en EV, de l'ordre de 1 micron. Regardez ici, on est pratiquement à plus de 10 puissance 5 et ici on est autour de 10 puissance 4. Donc il y a un facteur pratiquement 10 à 100 entre les deux. Ça veut dire qu'en fait l'épaisseur de l'un, pour absorber le rayonnement, il faudra beaucoup plus épais de silicium que de la couche mince. Ce qui explique que le silicium doit fonctionner avec 100-150 microns et que quelques microns suffisent. Et ça s'illustre aussi avec le CuIn-GaSe2 qui est le composé appelé CIGS, c'est-à-dire du cuivre, indium, gallium et sélénium. Regardez, tout le visible est absorbé pratiquement à 1 micron. Vous voyez, ça c'est 500 nanomètres, 800 nanomètres, 1000 nanomètres. Et là, on commence à approcher de la bande interdite. Le matériau commence à devenir transparent et après, il laissera tout passer. Mais regardez le visible, il est absorbé vraiment dans des couches de l'ordre du micron, voire moins. Et la raison fondamentale physique de tout ça, c'est qu'en fait, ça vient cette fois-ci des structures électroniques internes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, souvenez-vous, je vous avais montré, pas le cours précédent, le cours avant, ce qu'on appelait les structures de bande, les fameux diagrammes de bande. Comment un photon qui rentre dans le matériau doit conférer son énergie à un électron qui saute à un niveau supérieur. C'est ce que je vais raconter avec les mains. Regardez le silicium. Le silicium, son gap, pour sauter au niveau du gap, l'électron doit changer quelque part ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Donc il doit interagir avec ce qu'on appelle les vibrations du réseau, c'est un phonon. Et regardez, en fait, le photon donne pratiquement toute l'énergie, mais il lui faut quelques milliélectronvolts, qui sont les vibrations des réseaux, pour changer de vecteur d'onde. Et voyez, c'est un processus plus compliqué. Pour que l'électron il passe de là à là, il ne faut pas seulement une absorption, un seul mécanisme, il y en a deux. Il faut que l'absorption du photon se couple avec le phonon, avec une vibration du réseau, et à ce moment-là, on arrive à atteindre. Et vous voyez bien que ce phénomène, il est plus difficile en termes d'absorption. La probabilité est plus faible. Conclusion, ce sont des matériaux qui vont être quelque part moins absorbants. Et puis vous avez ce qu'on appelle, on les appelle à gap indirect. Et ceux-là, on les appelle à gap direct. Vous avez la même structure, mais la différence, c'est que badaboum, direct. Il n'y a pas besoin de phonon, on est directement, on ne change pas de vecteur d'onde, et donc il y a un processus à un seul
une seule étape, et ça c'est essentiel pour avoir des coefficients d'absorption très élevés. D'où finalement la différence entre ce matériau-là et celui-là. Alors maintenant, on va voir la longue route de la technologie CIGS, c'est-à-dire on va rentrer dans le procédé couche mince, la structure des cellules CIGS, donc c'est des matériaux qui doivent absorber sur un micron, qu'on a bonne interdite, etc. Regardez la courbe d'expérience. Alors on l'avait discuté beaucoup avec le silicium les cours précédents et durant la leçon inaugurale. Vous voyez ici qu'on est toujours avec des paliers, des sauts, des paliers, des sauts. Et j'ai représenté par les flèches ici. Alors vous voyez, c'est une longue histoire, hein. Elle commence en 1976 et aujourd'hui on est en 2022. On est passé de 7% de rendement, 6 exactement, un peu moins de 6, on est passé à 23,4. Et ça s'est fait avec des sauts qui correspondent à des améliorations des différents points dont je vous ai parlé. Alors je vais vous présenter quelques-uns de ces sauts, pas tous. Et puis je voudrais aussi vous mentionner ici un saut qui m'a particulièrement... vous voyez, ça c'est à la période dans laquelle on a travaillé sur CIGS. Et Euro 6, c'est en fait le groupe européen auquel j'ai consacré une bonne partie, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, parce qu'on on était avec des collègues allemands, des collègues suédois, belges, suisses, et on a fait un travail assez extraordinaire, et on a réussi à faire quelque part la transition la plus forte. Regardez, on a pris le lead par rapport par rapport à Boeing, qui saturait, et là on a apporté des choses très importantes que je vais vous montrer en partie, et puis ici ça continue, ça monte à 23,4. Alors, comment on passe du CU, IN et C2 ? D'abord, comment on passe du silicium au CU, IN et C2 ou au CDT ? Mais tout simplement, on a toujours un réseau d'atomes qu'on appelle un réseau cubique face-centré. Hein, c'est la base silicium. Mais cette fois-ci, sans ces matériaux, eh bien, les ions cuivre, c'est Cu+, l'indium, c'est In3+, et le sélénium, c'est S2-. Et vous avez une matrice où c'est distribué et ordonné. C'est-à-dire que chacun des métaux est sur un réseau bien ordonné, un sous-réseau bien ordonné de ce qu'on appelle ici la maille. Et ce matériau ici, il fait un EV en gap. Si on commence à rajouter du gallium, le gallium va se mettre, il va se substituer, puisqu'il est 3+, il va se substituer à l'indium. Donc résultat, il va prendre sa place, et de façon un peu aléatoire, ils vont se mélanger, et vous allez avoir le taux de gallium que vous voulez, jusqu'à aboutir à la substitution totale des atomes d'indium par des atomes de gallium. Et le jeu permet finalement de monter la bande interdite, parce que le gallium est plus léger. On va avoir la bande interdite qui va monter de 1 eV jusqu'à 1,7, et entre les deux, on va pouvoir l'adapter, et les meilleurs rendements sont obtenus avec celui-ci qui est à 1,15 eV, donc avec environ 20% d'indium à l'intérieur. Et puis finalement, c'est toute une famille qu'on a commencé à découvrir. Cette famille, j'ai envie de l'appeler les 1,3,6,2. Alors les 1,3,6,2, alors les gens qui sont dans les labos connaissent bien les 1,3,6,2, ils savent tout de suite que c'est un élément de la colonne 1, donc cuivre ou argent, un élément de la colonne 3, donc 1, 3, 6, et 6, 2 parce qu'il y en a 2. Vous voyez, il en faut 2 de sélénium dans la formule. Donc c'est pour ça que c'est 1, 3, 6, 2. Et regardez comment ça dérive. On garde la règle à 8 électrons et on voit que on va passer le silicium, c'est 8 avec 2 fois 4. Là, c'est 8 avec 2, plus 2 et moins 2. Et là, c'est 8 avec plus 1, 3 et puis moins 4. Donc, on est toujours à l'équilibre. Et regardez, on différencie et on remplace un cation de plus par un anion, un cation plus et un cation 3+. D'où, finalement, cette catégorie de matériaux qui, finalement, offre des perspectives en termes de design de matériaux assez extraordinaires. Vous pouvez changer le gap comme vous voulez, vous pouvez changer le paramètre de maille, l'affinité électronique. Vous voyez un peu le terrain de jeu pour les Lego des chercheurs. C'est un peu un Lego dans lequel on va pouvoir construire et on va pouvoir travailler sur les matériaux. Malheureusement, tous ne donnent pas de bons résultats, mais il y a des champions. Les champions, c'est CUINGA et C2 et CUINGA, S et C2. Et puis finalement, quand on regarde la cellule finie avec ces champions ou avec les proto-champions, voilà une coupe de microscopie électronique à transmission. Et regardez l'échelle, 1 micron c'est là, donc c'est déjà, ça nous permet de voir la coupe, qu'on la coupe en deux. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait on a du verre de vitre ici. Ça, SLG, c'est soda lime glass, c'est du verre ordinaire avec du sodium. Dessus, on dépose une couche de molybdène
par sputtering, par pulvérisation cathodique. On voit que cette couche, elle a des grains, vous voyez, elle est cristalline, mais ce n'est pas un monocristal, il y a plein de petits grains. Regardez son épaisseur, elle fait 0,5 microns. Et dessus, on va déposer une couche de CIGS qui va faire, ici elle fait 3 microns, mais elle peut faire, aujourd'hui, elles font plutôt entre 1,5 et 2. Et regardez, c'est des grains, c'est ce qu'on appelle des polycristaux. Vous voyez que c'est une couche qui n'est plus monocristalline, comme vous l'avez vu pour le silicium, c'est du polycristal avec des tout petits grains. Et puis ensuite, ici, on va mettre un peu de sulfure de cadmium. Aujourd'hui, on met du sulfure de zinc, donc on a remplacé le cadmium par du zinc qui est non toxique. Et donc, on est dans une situation où, regardez la couche de sulfure de cadmium, elle suit parfaitement les contours de la couche de CIGS. On dit qu'elle a une croissance conformelle. Et regardez, l'épaisseur est la même partout, donc c'est très important. Et puis après, on passe à une couche d'oxyde de zinc qui est transparente et conductrice et qui, elle, est à nouveau sous forme de microcristaux tout verticaux, comme le MO ici. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, cette couche-là, elle a un rôle essentiel. On l'appelle la couche tampon. Parce que si vous mettez directement du ZNO sur de CIGS, la cellule ne vaut rien. Vous pouvez avoir le meilleur ZNO du monde, le meilleur CIGS du monde, les deux ensemble, zéro. Pas zéro, mettons 2-3%. Si vous mettez maintenant cette petite couche intermédiaire buffer, bingo. Elle adapte les deux, elle les fait travailler ensemble. C'est pour ça qu'on dit que c'est une couche d'adaptation. Elle peut être extrêmement fine, souvent elle se réduit à quelques atomes à la surface, mais cette couche est essentielle pour pouvoir avoir une bonne qualité entre les deux de passivation, entre le ZNO et entre le CIGS et le ZNO. Voilà, donc en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que du point de vue de la physique du solide et des cours de physique qu'on peut avoir sur les matériaux, on se dit, si on avait dit dans une assemblée de physiciens du solide d'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que vous pensez qu'un matériau comme ça peut donner de l'électricité? Alors ils répondront oui, en consommer, oui, sûrement. Mais en donner, regardez tous les défauts, c'est bourré de défauts. Il y a des microcristaux, il y a des nanocristaux, il y a des joints de grains, il y a des interfaces complexes, et pourtant, ça marche. Et ça, c'est toute la particularité de ce domaine. Ça marche parce qu'en fait, je vous en ai un petit peu parlé, les propriétés de passivation, la structure électronique sont exceptionnelles. Et c'est tout la particularité de ce type de domaine, c'est qu'en fait, on est avec des matériaux, des combinaisons de matériaux qui finalement vont dans le bon sens et corrigent des défauts apparents. Alors, je vais aller assez rapidement pour vous montrer un peu la façon dont ces choses sont faites. On va démarrer en 80. En 80, c'était vraiment, voilà, on prend les 3 couches, hein. On met le moly. On avait découvert déjà qu'il fallait du moly, parce que le moly travaille à haute température et il ne réagit pas avec le sélénium. Donc, on fallait du molybdène. Ici, ce n'était pas du tout du verre soda lime, etc. de vide, c'était du verre, je ne sais plus comment il s'appelle, le 9301. C'est du Corning qui n'a pas de sodium, parce qu'en électronique, le sodium est interdit, parce que vous mettez du sodium avec du silicium, c'est une catastrophe. Donc, résultat, les gens du CIGS, de ces couches minces, sont partis sur les substrats de l'électronique, qui étaient du quartz ou du soda lime glass, ou du Corning. Voilà. Et donc ici, ils mettent du MO, ils mettent du CuNSE2, vous voyez, et ils le font par coévaporation, vous voyez, par évaporation sous vide, on en reparlera, ils font 2 microns, puis après, ils connaissent bien l'évaporation. L'évaporation, c'est la technique REN pour la microélectronique. Ils mettent une couche N sur une couche P, et puis cette couche N+, c'est du sulfure de cadmium dopé à indium avec un peu de gallium, et puis ils en mettent une couche épaisse, et là, vous voyez, ils ont une jonction PN, et boum, ils ont 8% de rendement. Donc on est content, c'est la première génération. Puis ensuite, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer le sulfure de cadmium qui absorbe la lumière, parce que même s'il absorbe, il laisse passer les longueurs d'onde après le jaune, il absorbe, et tous les photons qui sont absorbés dans le sulfure de cadmium sont perdus. Donc ils se disent, on va faire quelque chose d'un peu plus transparent, et ils commencent toujours par évaporation à rajouter du zinc à l'intérieur. Et donc, ZNS a un grand gap, CDS a un plus petit gap. Quand on rajoute du zinc, on augmente la transparence de la couche Windows, de la fenêtre. Donc, résultat, on gagne. Et puis, finalement, ça s'accompagne pas simplement d'une avancée sur la couche fenêtre, ici, type N, mais regardez qui est arrivé. Le gallium.
on s'est rendu compte qu'en rajoutant un petit peu de gallium dans le C1 et C2, c'était bien meilleur. Donc, résultat, voilà, deux choses, gallium plus CDZNS, voilà, et ça nous mène à, en 95, en 85, à 12%. Et puis finalement, en 94, voilà, alors là, on est très content parce que c'est là qu'on apparaît un peu dans la classification des Jeux Olympiques. Et bien finalement, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il n'est pas nécessaire de mettre une couche épaisse par sputtering de ZNS. On va prendre du ZNO qui est encore plus transparent. Lui, il est carrément transparent, de chez transparent. Donc, on a le ZNO, et l'idée, c'est en fait la grande rupture, ça a été de faire une couche passivante par dépôt chimique en solution. Alors, on appelle ça Chemical Base Deposition, mais c'est en fait de la CVD, c'est en fait une réaction chimique en solution. Je vous en parlerai un petit peu. Et regardez ce qui s'est passé. On a aussi commencé à travailler sur un processus à 3 étapes où on faisait une couche de C1 et C2 qui n'était pas homogène. On commençait à faire quelque chose qui est plus riche en gallium. Après, c'était plus riche en indium. Et à la surface, ça devient un peu plus riche en gallium à nouveau. Vous voyez, on a commencé à faire de la modulation de composition à l'intérieur de la couche de CIGS, même si cette couche ne fait que 2 microns. Et ça, c'est rendu possible parce que le processus de coévaporation permet une très grande flexibilité dans la façon d'amener les atomes, de contrôler les compositions. Et donc, voilà un peu la situation. Et puis, autre découverte, il faut quand même que je vous dise 2 mots comment c'est arrivé. Regardez ce qu'il y a, verre de vitre et ion sodium. Alors là, la petite histoire, elle est marrante. Alors, je ne sais pas si c'est en Suède, et donc on y était, puisque ça a été fait dans la période où on avait ce contrat européen qui s'appelait Euro 6. Au passage, merci l'Europe, parce que c'est vrai que ces contrats ont permis d'avancer énormément et les collaborations, se faire aussi beaucoup d'amis, c'est aussi important. Et donc voilà, comment c'est venu? Eh bien, quelqu'un qui était un doctorant, je crois, ou un postdoc, comment on fait? Il a des évaporateurs et il doit d'abord commencer par une petite plaque de verre, son fameux verre sans sodium, là, il en fait 30 d'un coup. Donc, il a une machine sous ultravide, et puis il a une espèce de plaque dans laquelle il y a les vides, sur lesquels il met ses plaques de verre. Et il met toutes ces plaques, et au fur et à mesure, après, on chauffe, on envoie le molybdène, et on va donc déposer sur les plaques, donc 30 plaques d'un coup. On est très content. Manque de chance, il avait une boîte où il y en avait que 29. Ah, attendez, c'est quand même... Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, si jamais je laisse le trou, le molybdène, il va passer à travers, il va aller se condenser sur le haut de la cloche. Et pour ceux qui ont fait des techniques de vide, après, il faut la gratter, la cloche. Hein. C'est-à-dire que c'est plus qu'une casserole à récurer. Donc, résultat des courses, le fait d'avoir cette cloche sur laquelle il y avait ce dépôt, il s'est dit, il faut que je prenne autre chose. Et là, l'idée, il s'est dit, je vais remplacer du verre par du verre. Il a remplacé... Donc, je bouge trop. Je vais essayer de moins bouger. C'est bon, là? Oui, donc, en fait, il a remplacé la plaque qui manquait par une plaque de verre de l'atelier de verrerie de son labo. Et puis, résultat des courses, il a laissé le process se faire. Et puis, à la fin, quand ils ont testé et fait des statistiques, ils se sont rendus compte qu'il y avait une plaque qui était bien meilleure. À 2% de rendement de plus. Laquelle c'était? Et c'est là qu'on voit l'organisation de la personne. Il l'a projeté. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Que c'était sa fameuse plaque qu'il avait trouvée dans l'atelier de soufflage de verre. Résultat des courses, c'est comme ça qu'ils ont commencé à comprendre qu'il y avait du sodium qui migrait à travers la couche de molybdène et qui faisait un bien fou au CIGS dans ses propriétés. Et bingo, grande découverte. Vous voyez comment elle est venue? Elle est venue de quelqu'un qui ne voulait pas... Bon, voilà. Il a fallu 29 sur 30, donc c'est le rôle aussi de ce qu'on appelle serendipity, du hasard, et comment on l'utilise dans la recherche pour faire progresser. Mais j'aime beaucoup cette histoire. Voilà, l'optimisation des gradients de composition, je vous en ai un petit peu parlé, on change le gap. Vous voyez, regardez les profils qu'on a, gallium sur indium, il y a une grosse différence. Et puis voilà, ça dépend de la température. Et tout ça, ça a été modélisé, étudié, etc. Et en fait, on s'aperçoit que le gradient permet d'augmenter ce qu'on appelle la longueur de diffusion effective, en tout cas, dans le matériau. Et puis sinon, alors attendez, oui, j'en ai pas parlé. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviendrai sur la couche tampon. On s'est rendu compte ici qu'à l'interface à l'arrière, eh bien, on avait beaucoup de chance. Le molybdène et le CIGS ne s'aiment pas beaucoup. Si on mettait du molybdène et du CIGS sur le molybdène, ben, ça ne serait pas forcément très bien.
du point de vue électronique. Par contre, il se forme une toute petite couche de ce qu'on appelle du sulfure de molybdène, qui fait quelques nanomètres. Et cette couche, par chance, est de type P+. Elle est super bien adaptée naturellement, et en fait, là encore, c'est un hasard. C'est qu'entre les deux, il y a une réaction interfaciale qui donne une couche qui est parfaite pour jouer le rôle de couche tampon, comme je vous ai parlé du CDS. Et puis ici, on a amélioré, la surface est un peu améliorée, et puis on a commencé à diviser, mettre du ZNO moins dopé, plus du ZNO plus dopé, etc. Donc voilà, et on arrive à 19%. Vous voyez la chose, et puis bien sûr, le glace qui est ici, c'est bien sûr du glace avec du sodium. Et puis finalement, on arrive à ce qu'on a aujourd'hui avec les 23,35%. Et les 23,35%, regardez, tout simplement, ça vient de l'ajout d'alcalin. On a découvert que le sodium, c'était déjà très bien, mais alors ses copains en groupe, alors là, c'est encore mieux. Donc on a commencé à se rendre compte que si on traite la surface avec du potassium, du rubidium, du césium, à ce moment-là, regardez ce qui se passe. On a retrouvé à nouveau une croissance vers les fameux... Et puis l'autre chose aussi très importante, on a enfin remplacé le CDS, et le record, il est tenu avec du sulfure de zinc. Donc on a remplacé le CDS par du sulfure de zinc qui est plus transparent, d'où un record. Donc on a gagné, regardez, ce n'était pas fini, il y a deux choses qui ont été faites, le sulfure de zinc étant fait aussi par des pots chimiques. Alors maintenant, la coévaporation sous ultravite, qu'est-ce que c'est que cette coévaporation ? C'est des machines assez extraordinaires qui font rêver, qui me font rêver, voilà, qui font rêver, je pense, Perret, qui font rêver beaucoup de chercheurs. C'est des machines qui travaillent sous ultravide, donc à 10-7 atmosphères. Enfin bon, il n'y a pratiquement plus d'atomes qui traînent dedans. Hein. C'est des pompes turbomoléculaires, etc., etc. Alors comment ça se passe ? On met sous vide cette machine, sous ultravide, donc c'est de l'inox. Et ici, il y a une chambre dans laquelle on va pouvoir... qui est au centre ici. Donc on va poser notre substrat de verre au milieu. Et là, c'est des plaques qui font 10 par 10. Ça, c'est l'équipement qui est à l'IPVF. On pose les plaques. Et puis ensuite, on rentre sous ultravide. Alors ici, on ne la voit pas, il y a une canne de transfert. C'est un peu comme sur la station spatiale. Hein. Il faut rentrer sous ultravide. Donc vous prenez votre plaque de verre, vous la mettez là. Ça rentre dans le sas, on fait le vide, on rouvre le sas, on le met dedans et on l'amène au centre de cette cuve ici. Et quand elle est au centre de cette cuve, elle peut être chauffée, on peut contrôler sa température, etc. Et qu'est-ce que vous avez en bas ? Vous avez des canons. Des canons c'est pas des canons, mais on l'appelle comme ça. C'est en fait des sources qui vont avoir chacune à l'intérieur. L'une va avoir du cuivre, l'autre va avoir l'indium, l'autre va avoir le gallium, l'autre le sélénium, on peut mettre ce qu'on veut, etc. C'est le principe de l'épitaxie par jet moléculaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va les chauffer. On va rendre liquide, par exemple le cuivre, il faudra se mettre à 1400 degrés, parce que le cuivre, ça fond, mais ça fond à haute température. Le gallium fond à beaucoup plus bas, le gallium, c'est 25 degrés, l'indium, c'est 112. Par contre, les pressions de vapeur, alors que va-t-il se passer ? C'est comme l'eau. Quand vous chauffez suffisamment et sous vide, les atomes partent et ils viennent se déposer, se condenser sur la surface. Donc finalement, en régulant les flux, vous faites ce que vous voulez. C'est en fait pour moi, c'est la méthode Ferrari, c'est comme ça que je l'appelle. C'est une méthode Ferrari, c'est quelque chose qui donne d'extraordinaires résultats et qui permet de faire des profils très complexes. Alors, vous voyez ici, on commence par envoyer du gallium et de l'indium, on n'envoie que du cuivre, on reprend du gallium et de l'indium, et puis après, on met un peu de sodium. Et puis tout ça, ça se fait sous le flux de sélénium qui est dedans. Et à partir de là, on commence à faire les objets qui donnent les 20% de rendement, etc., etc. Alors, il existe une autre méthode, c'est de se dire, ce qui compte, c'est ce que je mange à la fin. Ce n'est pas la façon dont il est préparé. Donc, je cherche à baisser les coûts. Donc, j'ai quelque chose qui est cher parce qu'il fait directement le semi-conducteur. On fait un superbe CIGS dès le début. C'est la méthode reine pour ce qu'on appelle les 3,5, pour l'arsénure de gallium, etc. C'est la méthode que je vous ai présentée. Donc, en fait, on s'est dit, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas diviser en deux ? C'est-à-dire, d'abord, je mets les ingrédients, je mets le fromage, je mets les tomates, etc. Et après, je le mets dans un four et je cuis. Est-ce que ça ne marcherait pas ? Et bingo, ça marche. C'est ce qu'on appelle le procédé pizza en 2 étapes. On va commencer par faire des couches précurseurs. Vous voyez, vous avez du molybdène, mettez une couche de cuivre, une couche d'indium, une couche de gallium. Il y a plein de méthodes pour le faire. Et puis après, vous passez ça dans un four, comme pour une pizza, dans lequel vous avez une certaine température et vous avez aussi ce qu'on appelle une pression partielle, une saturante un peu,
pas saturantes de sélénium ou de soufre, qui s'évaporent très bien, qui vont rester dans la... Voilà. Et puis vous les laissez réagir, au bout d'un certain temps, ça donne le matériau. Et ça donne le matériau de façon spontanée avec du gallium à l'arrière. Il y a de l'indium devant, et puis on rajoute un petit peu de soufre à la fin pour réaugmenter le gap. Et bingo, c'est comme ça que le record du monde actuel est fait. Et donc on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une méthode et que ces types de méthodes, elles sont très surprenantes parce qu'elles sont voilà, on a pu faire un matériau de qualité avec un procédé 2 étapes, 10 pizzas, qui du point de vue des coûts va être moins cher. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est la méthode qui est utilisée par Solar Frontier et qui fait 1 gigawatt. Il y a une usine d'1 gigawatt au Japon qui travaille sur ces méthodes, mais Avansis, etc., travaille sur ces méthodes. Voilà, c'est la méthode qui est devenue la méthode industrielle la plus importante aujourd'hui. Et regardez comment on peut suivre la façon. Alors je remercie Jost, c'était en 2006, je ne sais pas si vous voyez le transparent, pour illustrer un exposé sur les méthodes in situ pour voir comment le matériau se transformait. Voilà la façon, on suit les rayons X, la diffraction des rayons X, pendant, et là c'est des pics de rayons X, et on voit, là on est avec les métaux et avec les alliages. Donc vous voyez, ça correspond à un matériau donné, c'est un peu sa carte d'identité quelque part. Maintenant, est-ce que ça... Ah oui, après, donc on commence à chauffer. Le sélénium qui était là commence à cristalliser, regardez. Après, l'indium fond. Après, ça décompose, regardez comment ça se transforme. C'est un peu... Après, il y a des séléniums binaires qui se forment, des sélénures d'indium, sélénures de gallium, et regardez ce qui va se passer à la fin, d'un seul coup. Et ça se fait en quelques minutes. Alors j'espère... Voilà, là, il se passe des choses, hein, les trucs se transforment. Et à la fin, regardez, chalcopyrite, c'est le matériau qu'on cherche. Regardez le rouge. Le matériau cristallise et il donne à la fin, cet anneau ici correspond au matériau qu'on recherche, qui est parfaitement polyphasé. La deuxième méthode dont je vous ai parlé, c'est le dépôt chimique en solution. Alors c'est l'analogue en solution du dépôt chimique en phase vapeur. Vous voyez, CVD, c'est Chemical Vapor Deposition. Moi je dis CBD en garde basse, mais beaucoup de gens disent vous devriez l'appeler CSD, Chemical Solution Deposition. C'est tout simplement une réaction en solution, comme dans la nature. C'est une réaction de précipitation, et là on rejoint la chimie douce à nouveau. C'est quand vous mettez quelque chose, vous changez le pH, ben ça précipite. C'est comme ça que tous les minéraux sont faits dans la nature. Et en fait, cette méthode est extraordinaire parce que si vous mélangez un métal dissous avec par exemple la thiouurée ici, et que vous mettez en milieu basique, ben regardez ce qui se passe. Le métal, le sulfure se dépose, et puis finalement, on peut déposer comme ça des sulfures de zinc, de plomb, de cadmium, d'étain, etc. Et en fait, c'est là que Chimie Paris, finalement, la culture d'électrochimie analytique qu'on avait à l'école de chimie, a été extrêmement utile, parce que c'est de la chimie des solutions. Et cette chimie des solutions nous a permis de fabriquer du CDS de façon remarquable, à 60 degrés, dans de l'eau, et de remplacer le grand évaporateur qui le faisait. Et ça a été extraordinaire, parce que quand on est venu avec ces procédés de chimistes, comme ils nous disaient, mais ça c'est de la chimie, on dit, ben voilà, ça donne de la passivation, ça pousse très bien, et ça donne c'est une méthode qui a supplanté, c'est ça qui est extraordinaire, toutes les méthodes sous vide. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les gens ont tous pris cette méthode et ils reprenaient la recette qu'on avait faite, pratiquement au 10e, je ne sais plus combien il y avait, 9,3 d'ammoniac, ils faisaient tous 9,3. Alors que ça aurait marché avec 9,5. Enfin, vous voyez, il y a vraiment c'est la sensation de passer quelque chose. Alors, j'ai retrouvé dans mes archives une communication à Naples, à un meeting. Alors, les meetings sont très intéressants. En 1993, regardez, Upscaling Chemical Base Deposition of Cadmium Sulfide. Ça, c'était vraiment écrit à la main, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu... Voilà. Et puis regardez, j'avais fait ça à l'école de chimie avant, démontrer on pouvait faire sur du 30 par 30, tout simplement dans un bac à cultiver les algues. J'avais une collègue qui cultivait les algues en bas de l'école de chimie. J'avais pris un agitateur, j'ai pris des plaques de verre chez le verrier du coin, deux grandes plaques, avec des joints qui étaient du fil de téléphone et des clips qui étaient, etc. Et on a ajouté à l'intérieur la solution réactante, et bingo, à la fin, ça s'est déposé sur les parois de façon extraordinairement homogène. Et c'est ce procédé qui a donné, en fait, le procédé, on l'a appelé two-plate, après on a appelé ça photographique, et regardez le résultat de ce type de dépôt, ils sont extraordinaires, c'est des couches qui suivent toutes les intériosités. Regardez, celle-là, elle descend dans les trous, donc elle passive les chaînes, donc c'est presque miraculeux, parce que c'est une méthode qui va permettre de travailler sur des échantillons qui sont très rugueux, qui ont des trous, etc.
Voilà un peu, vous voyez le ZNS, vous voyez, c'est des couches qui font quelques nanomètres ici. Hein. Ici, c'est 200 nanomètres, elle fait 30 nanomètres la couche. Et si elle n'est pas là, c'est mauvais. Et puis donc, voilà, on a fait beaucoup d'études, et en fait, c'est des études par adsorption de surface, donc il y a eu plusieurs thèses, en particulier la thèse de Raúl Ortega Borges en 1994, et puis il y a eu plein de thèses qui ont continué là-dessus. On a identifié le mécanisme, qui est assez extraordinaire également. Voilà, et puis finalement, ça s'est vendu, et il y a eu un équipementier qui a repris ça et qui vend aujourd'hui des bacs qui font des mètres carrés, ça oscille à l'intérieur, et donc voilà un résultat qui vient d'un bécher. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire du bécher, mais pour trouver les bonnes formulations, ça a été très intéressant. Et puis finalement, l'autre méthode qui s'est développée et qu'on a développée, c'est la méthode par l'électrochimie. Regardez encore de la chimie en solution, cette fois-ci c'est de l'électrochimie. Plutôt que d'avoir des évaporateurs et de chauffer pour que ça parte, il suffit de dissoudre un sel de cuivre, un sel d'indium, un sel de sélénium, etc. On le dissout, on met en solution. Alors ça, c'est la vue de l'esprit, hein, parce que cette réaction, ce n'est pas ce qui se passe. Néanmoins, regardez, vous appliquez un potentiel cathodique, vous déposez du CuInS2, Sc2, directement dans de l'eau. Dans de l'eau, dans un bécher. Donc si jamais cette méthode peut fonctionner, on peut se dire, mais elle est intéressante du point de vue des coûts. Eh bien, c'est effectivement ce qui s'est passé. Regardez les couches qu'on arrive à déposer. Et ensuite, on les recuit sous sélénium. Regardez ce qui se passe. Donc en fait, il y a une science du recuit. Et ça nous a permis d'entrer un peu en disant, on pourrait peut-être faire ce matériau avec des voies chimiques, des méthodes chimiques plutôt que physiques. Et effectivement, on a eu cette méthode, ça c'est une revue qui vient récemment, on voit que l'électrolyse, l'électrodépôt a droit de citer dans les grandes méthodes, et il y a même une revue ici sur tout ce qui est électrodéposé. Et je vous montre un peu la figure qui est mise à l'intérieur. Regardez, à l'intérieur, vous avez la course des grands rendements, vous voyez. Ça, c'est le rendement record, toute catégorie, avec de la coévaporation. Et regardez l'histoire. L'histoire de l'électrodépôt a commencé au NREL, au National Renewable Energy Laboratory, à McGill, au Canada. Ensuite, on a eu le record du monde à 6,4% pendant un mois. McGill nous a repris le lead, comme on dit, donc ils sont repassés devant. Après, il y a Atotech qui était chez Total, CISTEP, donc il y a eu une grande excitation, mais ils n'arrivaient pas à monter beaucoup. Et puis après, on a construit l'IRDEP avec EDF. On est monté à un record mondial et on a reconquis notre record. Après, Atotech, ils voulaient se venger, ils sont arrivés là. Et ensuite, Solo Power, ces Américains s'y ont mis, ils nous ont pris le record. Et enfin, Nexis, qui était la entreprise qu'on a fondée en 2009, a obtenu le record toute catégorie, qui je crois reste le record en 2015 à 17,3%. Donc vous avez la séquence et vous voyez en fait que Nexis est même allé jusqu'à la préparation de modules, des vrais modules, à industrialiser le processus avec des modules à 14%, ce qui était aussi bien que les autres à l'époque. Malheureusement, toute cette industrie du CIGS s'est cassé la figure dans les années 2015 parce que le silicium était tellement peu cher que quel intérêt d'acheter du CIGS si c'est pour faire la même chose. Donc, résultat, il y a eu beaucoup de souffrance dans cette industrie, puis ça s'est arrêté. Et en fait, j'ai refondé en 2021 une entreprise avec Jean-Michel Lourtiose. On a fondé une entreprise pour redévelopper, cette fois-ci, sur un marché différent, sur les marchés flexibles ultra légers par électrolyse, parce que si c'est rentré en compétition avec du verre, il n'y a pas photo. Le silicium le fait très bien. Donc, il faut chercher des marchés où il y a effectivement, ce que je vous disais au début, la chose. Et puis sinon, on a aussi développé, alors ça c'est magnifique aussi, le dépôt de ZNO par électrolyse. Alors simplement avec un sel de zinc, de l'oxygène, et on réduit, et ça donne du ZNO. Et ça, c'est aussi une méthode industrialisable. J'espère que la société SOIPV pourra le faire dans les années qui viennent. Et puis sinon, il y a des secrets. Il y a des secrets. En fait, il y a des secrets. C'est que ce type de matériau, le CIS, possède une très grande tolérance aux écarts à la composition, aux défauts. Quand vous avez du silicium, dès qu'il y a un défaut, c'est fini. Le GAS, c'est très difficile aussi. Quand vous êtes avec du CIGS, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une déviation à la composition, qui est de quelques pourcents, et donc c'est ce qui donne une très grande flexibilité. C'est parce qu'il y a cette possibilité d'avoir des écarts à la composition de plusieurs pourcents que des méthodes comme les procédés pizza dont je vous ai parlé peuvent fonctionner. C'est sûr que quand on fait une pizza, on ne dose pas au ppm la quantité de sel, etc. Donc on est dans une situation où il y a quelque chose de spécial avec ces matériaux. La tolérance, alors sinon, si on regarde, là c'est des calculs théoriques ab initio des défauts potentiels dans ces matériaux, mais cette fois-ci des défauts par
et qu'il manque un indium, il y a un cuivre, on regarde un peu tout ça. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'en fait, les défauts sont autocompensés, c'est-à-dire qu'en fait, ils se neutralisent mutuellement. Vous avez deux défauts, au lieu d'être méchants tous les deux à l'intérieur de la bande interdite, ils se combinent et ça ressort. Et ça nettoie l'intérieur et il y a moins de centres de recombinaison. Donc, vous voyez, derrière tout ça, il y a aussi une chimie du solide qui est très très particulière, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pour les matériaux pour batterie ou pour laser, etc. Et alors là, c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est quand tout le monde se dit, mais quand vous avez des joints de grains dans un matériau, c'est une catastrophe, il y a plein de défauts aux joints de grains, vous avez la maille qui vient, etc. Pourquoi le CIGS fonctionne-t-il aussi bien? Et le CDT? Parce que quelque part, c'est des matériaux polycristallins. Eh bien, il se passe une chose étonnante, c'est que le joint de grain qui est ici, au lieu de rester uniquement plein de défauts, eh bien, il se transforme et il devient un peu type N. Donc regardez, vous avez quelque chose qui est type P, de type N, et en fait, quand vous avez quelque chose de type N, ici, les électrons vont tomber dedans, et finalement le trou va séparer. Donc finalement, le joint de grain, le grain qui est ici, le joint de grain, joue un peu le rôle d'une zone N, comme dans une jonction PN. Donc résultat, les joints de grains sont des sortes de racines, sont des sortes de filets qui viennent dans la matrice, et on retrouve ça avec ce qu'on appelle, vous le verrez pour le photovoltaïque organique, qui viennent à l'intérieur et qui sont capables de pomper les électrons avant qu'ils se recombinent. Donc finalement, on comprend bien que par hasard, encore une fois, grâce au sodium, on a une situation où les grains deviennent des éléments, les joints de grains deviennent des éléments positifs. Donc il faut réfléchir à cette chose-là. Donc voilà, et la situation, c'est qu'une fois qu'il est dans le grain est peut-être un petit peu conducteur, il peut remonter cette fois-ci à la vraie jonction PN, donc à la vraie zone N. Et puis bon, il y a plein de travaux sur tous les alcalis. Alors vous voyez des travaux avec toutes les dates, etc. Donc c'est vraiment des travaux, ça date de 2022, ce sont des Chinois. Les Chinois avancent énormément aussi sur ce domaine-là. Et donc ils regardent les travaux, ils regardent ce qui a été fait, et puis ils sortent des modèles qui sont basés sur de la thermochimie, des diagrammes de phase, etc., où ils commencent à faire apparaître les phases correspondant à la substitution du cuivre par les alcalins, et puis regarder des modèles avec les mains qui sont intéressants. On n'a que le sodium au début. Une fois qu'on met autre chose, on a l'alcalin, il chasse le sodium, l'alcalin vient dans les joints de grains, et les joints de grains ici, il crée ces barrières qui servent à la diffusion. Et tout ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils ouvrent de nouveaux horizons. Et puis maintenant, elle peut se dire, mais finalement, c'est bien, on a vu qu'on pouvait les faire avec un procédé pizza, on a vu qu'on pouvait le faire avec de l'électrolyse, etc., etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire par imprimerie? Et alors là, il y a tout un pan de recherche qui se développe, qui est un pan de fabrication de CIGS à partir de liquides, comme de la peinture. Vous voyez, on revient à cette notion de peinture, c'est ça qui est intéressant. Et regardez, ici, on fait des solutions avec les précurseurs moléculaires, et puis on les met avec slot dye, alors Dr. Blade, knife coating, bar coating, vous voyez. Donc il y a plein de méthodes qui sont des méthodes de la raclette. Là, on est à faire des crêpes en Bretagne. Donc on peut faire des cellules solaires avec une raclette, et ça sert beaucoup pour les perovskites. Vous le verrez dans l'exposé perovskite, c'est des méthodes qui se déploient. Pourquoi? Parce que les matériaux ont de très grande qualité intrinsèque, ils sont spontanément pas mauvais. Bon, voilà. Et puis après, vous avez une solution où vous mettez les nanoparticules, et vous pouvez à ce moment-là faire du spin coating, c'est-à-dire que c'est une tournette. On peut faire de l'imprimante inkjet, c'est-à-dire avec une imprimante 3D ou je ne sais pas, une imprimante tout simplement, et on peut faire aussi par du spray. Et donc vous voyez apparaître des méthodes, et avec un rendement aujourd'hui qui est à 17,3% d'après ce que j'ai vu. Et donc en fait, c'est des méthodes qui ressemblent à ce qu'on fait sur le photovoltaïque organique. Vous voyez, par exemple, je vous ai parlé d'Armor, je vous ai parlé d'Eliatech, etc., travaillent avec des méthodes d'imprimerie qui se développent pour le solaire. Et puis finalement, une autre méthode, c'est la méthode par ALD. Je vais aller très vite là. C'est une méthode par dépôt atomique, de couches atomiques en phase gazeuse. Regardez, ça vient de l'électronique. Ici, c'est une couche d'un diélectrique qui est déposée. Et vous voyez qu'elle va se déposer de façon conforme, un peu comme le CBD. Et ça, c'est ce que nous avons fait au laboratoire. Dans les années, on a commencé au début des années 2000 et on continue avec Negar Nagavi, Frédéric Donsanti, Nathanaël Schneider aujourd'hui, Damien Coutancier. Et regardez, on dépose de l'IN2S3, on peut faire du ZNO, on peut faire du ZNS, et regardez l'ALD. Alors pourquoi l'ALD est aussi
extraordinaire en termes de conforming. Tout simplement parce que c'est une méthode de revêtement par surface. En fait, on envoie de façon pulsée le zinc et par exemple le sulfure. On veut faire du ZNS, ou on veut faire de l'IN2S3. On va commencer, on a notre substrat, on injecte, on le nettoie bien, il est vide, il ne se passe rien. On envoie le précurseur A qui va s'absorber à la surface. Ensuite, on fait une purge. Ceux qui sont absorbés, ils restent à la surface. Donc ils se mettent partout, dans les trous partout, comme le CDS. Puis après, on a fait la purge, et puis qu'est-ce qu'on fait? On envoie le précurseur B qui vient et qui réagit, lui. À chaque fois qu'il voit un groupement OH ou un groupement en surface, paf, il vient dessus. Donc résultat, il va avoir tendance à refaire une couche, il va avoir tendance à faire une couche ici du zinc, ou ça peut être du soufre. Regardez ce qui se passe après. Vous avez une couche, une monocouche du composé AB. Et vous pouvez recommencer à l'infini. Donc vous pouvez faire les matériaux, vous pouvez changer, vous pouvez mettre un peu d'aluminium, un peu de zinc. C'est un peu du tricotage d'atomes. Vous tricotez l'interface, et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que ça permet de faire des interfaces contrôlées, même sur des surfaces rugueuses, un peu partout. Voilà. Et puis sinon, le point, c'est que l'interconnexion, donc c'est une interconnexion très différente de celle dont je vous ai parlé. Voilà, c'est l'interconnexion qu'on appelle, quand on veut faire des cellules en parallèle ou en série, on fait ce genre de choses. On fait toucher le ZNO d'en haut, le molybdène d'en bas, et c'est fait par gravure laser. C'est ce qui explique que les modules en couche mince ont des bandes. Je ne sais pas si vous voyez sur les calculettes, quand vous avez déjà vu des modules au silicium amorphe, hein, ils sont avec des bandes. Ce n'est pas des plaques comme le silicium. Et ces bandes correspondent justement à ce type de structure, c'est-à-dire que la bande, en fait, c'est une cellule. La couche d'en haut de ZNO va aller toucher la couche d'en bas du molybdène, qui elle-même a sa couche d'en haut de la cellule à côté qui va dessous, et vous avez une sorte de tuilage qui est fait et qui permet de faire des apparences très différentes de ce qu'on a avec les panneaux silicium, et peut être aussi très intégré. On le fait directement avec des techniques de laser, il n'y a pas de masquage, etc. Alors maintenant, les nouveaux développements, j'ai pratiquement terminé. J'avais dit que j'en allais parler du CDT. Alors les nouveaux développements dans le CIGS, ça, c'est des travaux qui sont faits avec l'Institut des matériaux de Nantes et puis aussi Photon à Rennes, où on travaille sur des grands gaps cette fois-ci, 1,6 à 1,7, pour faire des tandems silicium-CIGS. Il y a de très beaux résultats. Donc là, c'est des travaux qui sont en cours. Et puis je vais juste passer maintenant à un nouveau nom qui s'appelle les 2,6. Alors est-ce que 6 c'est bien un X? Je me suis posé la question. En français, c'est 2,6. Donc c'est les 2,6. Et donc vous voyez qu'on joue avec encore les colonnes un peu différentes. On prend le silicium et paf, on est à 2 plus 2 moins 2 égale 0. Donc c'est bon. Et regardez, le matériau qui s'est développé, c'est le CDT. Donc je ne vous refais pas toute l'histoire. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début ici, c'est l'entreprise qui s'appelle Matsushita. Il faut savoir que le CDT, c'est le matériau roi pour les détecteurs infrarouges, en particulier dans le domaine militaire, ou pour les détecteurs gamma. C'est du CDHGT. Et en fait, il y a toute une science de ces matériaux 2,6, qu'on appelle 2,6 en France, en particulier depuis longtemps. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont cherché à faire des matériaux par fritage. Ils prenaient des billes, ils voulaient faire des choses pour les radiographies, par exemple. Ils prenaient des billes, ils les mettaient et ils chauffaient. Le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas très bien. Ils ont commencé à rajouter ce qu'on appelle un fondant, qui est un chlorure de cadmium, qui a un point de fusion plus bas. Et bingo, ça marchait très bien. Et ça a été un secret très bien gardé. Ce qui fait que pendant longtemps, il y a des progrès qui ont été faits, mais ce qui est très important, c'est de voir que finalement, on est sur le même type de structure, PCDT, ici NCDS, et vous avez un traitement thermique qui, par chance, fait un composé tampon intermédiaire entre les deux, etc. Donc vous avez toute une évolution qui est pareille, et on a un peu le même type de choses, tolérance aux défauts, dopage intrinsèque, phénomène d'autocompensation, c'est-à-dire que c'est un peu le même type de matériaux, ils veulent rien savoir, et il faut qu'ils fonctionnent comme ils veulent, parce que sinon... Donc résultat, c'est des matériaux qui fonctionnent bien. Et puis ici, je vais vous montrer les réponses spectrales en fonction du temps, et là, il y a eu un travail sur tous les oxydes, les couches avant, les couches arrière, c'est impressionnant, pour arriver en 2015 à 22,1. Et le développement industriel, cette fois-ci, n'a pas été est également engagé avec la société qui s'appelle, je vous en ai parlé, Fuzz Solar. Regardez les méthodes de fabrication. Vous rentrez vos plaques de verre et ça passe et vous sortez une plaque comme ça. Donc on voit qu'on a les procédés couches minces et c'est une méthode qu'on appelle par CVD, par sublimation congruente. Alors pour la petite histoire, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse en 1978, sur cette méthode-là.
Donc c'est assez extraordinaire parce que c'est une méthode où on évapore du CDT et qu'on dépose sur un substrat qui est chauffé à toute... Et ça passe à toute vitesse, les vitesses de dépôt sont très importantes. Et puis sinon, alors attendez que j'essaye, voilà. Et puis regardez la situation, le CDT aujourd'hui est actuellement 6 gigawatts qui sont faits. Vous voyez que le CDT est bien plus avancé que le CIGS. Et il est déjà à l'ordre d'usine, et c'est pratiquement que First Solar qui fait ça. Et sinon, vous voyez, les modules commerciaux aujourd'hui, les modules couche mince dont je vous ai parlé, vous avez le CDT qui a un module commercial à 18%, vous avez le CIGS, vous avez le Miazolé flexible, Solar Frontier est à 15%. Et vous voyez qu'on n'est pas très loin du marché mainstream sur le silicium, donc c'est quand même des choses très importantes. Et souvenez-vous, on avait vu avec Étienne Drahi tous ces rendements très élevés, on a vu tout ça la dernière fois, tout ce qui était silicium. Et puis finalement, pour terminer, il y a d'autres couches minces. Alors je vous ai très peu parlé de cette méthode, ces matériaux qu'on appelle les 3,5. Les 3,5, c'est les Ferrari du photovoltaïque. Alors je vous ai montré la Ferrari de la méthode de dépôt. Maintenant, je vous montre les Ferrari. C'est tout simplement, on prend les colonnes qui sont juste adjacentes. Et en fait, il y a des performances extraordinaires. Ils sont à 28,9. Malheureusement, c'est des matériaux qui ne supportent pas, un peu comme le silicium dont ils sont proches, ils ne supportent pas les défauts, les écarts à la stoichiométrie. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les matériaux qui étaient là sont capables, ils sont plus ioniques, et ils sont capables d'encaisser des défauts plus. Plus on se rapproche du silicium, plus c'est pointu. Et en fait, ces matériaux-là sont des matériaux qui sont faits aussi, surtout avec croissance épitaxiale, et pareil par MBE, par la méthode de coévaporation. Et puis sinon, il y a un matériau qui est en train d'émerger. Alors j'ai évité de prendre le nom, un 3, qu'est-ce qu'il y a d'autre 1, 3, 5, et après pratiquement tout le monde est de la partie. Il ne manque que le phosphore. Il y en aura peut-être un jour. Et là, vous avez un matériau qui est intéressant parce qu'il est dérivé du CIGS. Regardez, le cuivre reste tel quel. Et comment on fait pour remplacer l'indium ? On remplace 2 indiums par un zinc et un étain, 2+, plus 4+. Et résultat, on a un nouveau matériau qui s'appelle Cu2ZnSn SSC4. Vous voyez, on a multiplié par 2, et on l'appelle kestérite, on le note CZTS. Et puis voilà, l'intérêt, c'est que c'est peut-être le futur du CIGS, c'est peut-être le futur, la suite du CIGS, on apprend des choses. Les rendements sont encore faibles, donc voilà, mais les éléments sont tous abondants, non toxiques. La physico-chimie, évidemment, elle est très complexe, et c'est en cours d'évolution. Et il y a de multiples possibilités, ce qu'on appelle materials genomics. Il y a même des programmes qui disent on va faire un peu de la combinatoire, etc. etc. Donc ça ouvre, la boîte à Lego est extrêmement importante. Et puis finalement, je conclurai en disant, voilà ce que je vous ai dit, ça montre comment de la complexité peut naître la simplicité. Merci pour votre attention.